Hop là, mon Ténès. Installe-toi. Bienvenue chez moi. Merci, Tennessee. Bonjour à toutes, mesdames et mesdames. Bienvenue dans ce nouveau podcast avec Tennessee. Ça faisait longtemps qu'on devait faire un épisode. Cet épisode sera, je pense, riche en neurotransmetteurs, en sciences. Si vous me trouviez déjà casse-couille au niveau des termes scientifiques, je pense que Tennessee va essayer de mettre la barre au-dessus aujourd'hui. Tennessee, présente-toi. Du coup, je me présente, je m'appelle Tennessee. Je vais avoir 20 ans, je suis en études de médecine et je fais du street depuis maintenant 2 ans. Pour raconter un peu d'autres trucs, j'ai participé à l'organisation des championnats de Pays de la Loire, là, il y a 2 semaines. Et puis voilà. Je pense que ça résume plutôt bien. C'est déjà un bon palmarès, ouais. Aujourd'hui, on comptait parler d'un sujet, on comptait pas juste parler de neurotransmetteurs pour le plaisir, à vrai dire, même si ça y contribue un petit peu, c'est notre truc. Euh, on voulait parler d'individualisation, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je tease ce sujet-là, notamment dans les podcasts que je fais avec Colin ou dans mes autres vidéos. Moule moule et Et, du ratron. et c'est ça. Moule et du ratron, allez visionner les podcasts aussi, on parle de plein de trucs intéressants. De toute façon, on parle toujours de trucs intéressants. Je vais commencer par définir ce que c'est l'individualisation. Est-ce que toi, tu aurais une définition de ce que tu as entendu De ce que j'ai compris, l'individualisation, comme tu la vois, c'est l'adaptation des théories de personnalité psychologique à plutôt personnalité musculaire. Ouais. Ouais, grosso modo, c'est ça. Pour moi, de manière générale, l'individualisation, c'est le fait de prendre en compte comment une personne est et fonctionne pour optimiser la manière dont tu vas lui faire son programme d'entraînement. Tu voudrais entraîner une personne pour la planche, eh ben, tu l'entraînerais pas forcément de la même manière qu'une autre. Même s'il y a les grandes lignes à respecter, eh bien, va y avoir des variables à ajuster selon les spécificités de chacun. Donc les spécificités, comme tu l'as noté, c'est à la fois psychologique, à la fois physique, et il y a même d'autres trucs qui peuvent entrer en jeu, comme la longueur des segments ou des choses un peu reloues, qu'on pourrait inclure plus ou moins dans physique. Si on commence avec l'aspect mental, justement, c'est là où on va parler de neurotransmetteurs. Si je continue dans mon exemple je donnerais pas le même programme à deux personnes qui voudraient apprendre la planche, même si c'est des personnes qui ont le même niveau, si elles ne réfléchissent pas pareil, je leur donnerai pas le même programme. Pourquoi ? Tu veux monter une montagne. Il y a toujours un pélos qui va prendre la route super longue qui fait le tour de la montagne, et il y a toujours un bouffon qui va essayer de la grimper et de l'escalader. Et bien, cette métaphore, elle est top parce qu'on peut vachement la retrouver en street. T'en as qui préfèrent l'approche intense, entre guillemets, et il y en a qui préfèrent l'approche plutôt longue. Ça, c'est des préférences nerveuses. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur les neurotransmetteurs qui pourraient jouer là-dessus. Je vais essayer de te guider un petit peu. On n'a pas contextualisé, mais grosso modo, moi, je connais les bases de la neuroscience, mais pas autant que Tennessee les connaît. Seulement, je connais les applications directes du terrain. Donc, on va dire que dans ce podcast, on va aussi en apprendre l'un l'autre, et c'est l'intérêt de toute discussion, à vrai dire. Donc, qu'est-ce qui va différencier, d'un point de vue neurotransmetteur, les deux personnes ? L'une qui essaye de monter doucement et sûrement, et celle qui préfère le chemin plus intense, plus risqué. De ce que je me souviens, tu m'en avais déjà parlé et tu parlais d'une histoire de préférence, en fait, de sensibilité accrue pour certains neurotransmetteurs plutôt qu'un autre. Ouais. Il y avait dans les histoires des catécholamines, tu te définissais comme une personne qui préférait l'adrénaline comme neurotransmetteur qui te drive, là où certaines personnes, ce serait plus en fait la dopamine. Exactement. Et c'est ça qui conditionne après du coup tout un tas de réactions et pas de réactions, j'ai plus le mot, behaviors. Comportement. De comportement, Yes. exactement. C'est ça qui conditionne tous les comportements parce que en fait, tu vas être dirigé par ton neurotransmetteur préféré et ça va influencer la façon dont tu réagis, et dont tu conduis ta vie et les choses que tu cherches. Ouais, et aussi comme tu t'entraînes. Oh oui. Mais non, mais c'est très bien, du coup, tu as bien cerné la chose, et bonne réponse, du coup, c'est la dopamine. La personne qui va monter par le chemin super abrupt, c'est quelqu'un qui aime le défi, la motivation. On reviendra plus tard sur les effets des neurotransmetteurs, mais grosso modo, la dopamine, c'est ça. C'est la motivation. Donc, quelqu'un qui aime la prise de risque, lui, son drive, ça va être la dopamine. Si
Si on doit toucher 2-3 mots sur les neurotransmetteurs, parce que jusque-là, on en parle, mais on n'a pas vraiment défini ce que c'était. Il faut savoir que dans les neurotransmetteurs, tu as les amines, c'est tout ce qui va être gros neurotransmetteurs, style dopamine et acétylcholine. Après, tu as les acides aminés, c'est le couple des deux. Bon, il y en a d'autres, mais c'est le couple le plus connu, glutamate et GABA, celui qui excite, celui qui inhibe. Et après, tu as des plus petits trucs qui sont les neuropeptides. Alors, par exemple, les opioïdes. Les opioïdes, je reviendrai après là-dessus. Ok, et donc concrètement, moi, de ce que je sais dessus, tu vas peut-être détailler, les neurotransmetteurs, c'est ce qui est responsable de nos émotions, de nos actions et comme on l'a dit plus tôt, de notre fonctionnement en général dans notre vie. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que le corps, il fonctionne comme un système électronique. Tu as une information qui passe d'un autre point et c'est comme ça que tout fonctionne. Et du coup, ça va autant bien dans la contraction musculaire que dans la digestion, que dans les émotions. Le neurotransmetteur, c'est juste le transmetteur, c'est ton signal électrique. Pourquoi on a plein de neurotransmetteurs différents? Parce qu'il y a plein, plus ou moins, de combinaisons différentes à avoir. Genre, tu peux avoir 2 sodium, 2 calcium, tout ça pour dire, en fait, c'est pour avoir un signal électrique différent. Et c'est tout, en fait, cette richesse de signal électrique différents qui peuvent covoiturer des informations complexes. Du coup, c'est là tout l'intérêt de la richesse des neurotransmetteurs, je me répète. Le principe, c'est vraiment juste un truc. Donc, dans la synapse, tu as l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Donc, il y a un truc qui va passer d'une synapse à l'autre et ça va en gros se traduire par un message. Un peu comme en informatique, le message, il est encrypté et cet encryptage, il est fait par les différents neurotransmetteurs. Ok, donc ton neurotransmetteur, grosso modo, d'un neurone à l'autre, c'est ce qui permet la transmission de ton information. Et le neurotransmetteur peut donc avoir une influence sur ce message. Parce qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont excitateurs, donc qui vont dire oh ouais, ça c'est bien ça, genre t'as l'information faire un soulevé de terre ou faire un front lever qui arrive, et ton cerveau il comprend que là va falloir forcer, donc il va sécréter un neurotransmetteur excitateur, par exemple la dopamine ou l'adrénaline, et le message il va s'intensifier, un peu comme un kamehameha jusqu'à arriver au muscle. J'ai l'image en tête. Je la trouve super parlante, mais ça fait vraiment parce que tu as plein de petits neurones qui, avec leur dopamine, leur adrénaline ou d'autres neurotransmetteurs excitateurs qui s'envoient le message en faisant grossir l'influx nerveux. C'est vraiment une façon de parler, mais je ne sais pas si cette façon de parler... c'est réel. Je t'en parlais tout à l'heure. C'est le principe de collatérale récurrente. Tu as une fibre nerveuse, elle va d'un point à un point B. Tu peux en avoir une deuxième en dessous. Et une collatérale récurrente, ça va être une branche comme ça de l'arbre qui sort de cette fibre nerveuse et qui va aller, par exemple, tu vois, hop, elle va se jeter dans la fibre nerveuse en dessous. Et comme tu l'as dit, elle peut être inhibitrice, genre lui dire calme-toi, on se ferme, ou excitatrice, genre faciliter en fait sa transmission. Et comme tu as dit, ça peut augmenter ta force. Ou un autre exemple concret, dans la douleur, tu as 2 fibres qui sont à côté, la fibre de la douleur et la fibre de la sensation de toucher. Genre par exemple, quand tu as une fibre tu te fais mal au coude, tu as ta fibre de la douleur qui est excitée, donc elle envoie des signaux aïe 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 aïe. Et après toi, tu arrives, tu frottes, c'est un réflexe qu'on a tous, même les animaux, ils se frottent quand tu as mal, tu frottes. Donc tu actives ta fibre du sens du toucher là, et ça va envoyer une collatérale récurrente qui inhibe justement la douleur. Donc il n'y a pas seulement genre des actions qui sont linéaires, tu as des croisements qui se font et des actions réciproques sur plein d'autres trucs. C'est comme si tu avais tout un tas de câbles qui étaient alloués à une zone du corps et que du coup, tu as, mettons, ces câbles-là qui sont utilisés pour faire ressentir la douleur, qui sont dédiés plutôt au sens sensoriel en général. Et du coup, si tu as la douleur qui en accapare plein, mais que toi, tu rajoutes des informations en te touchant, l'information du toucher va empiéter sur les signaux de la douleur, donc il y aura moins de câbles utilisés par la douleur, donc tu vas moins sentir. C'est pas trop une question de performance, là, de capacité d'allouer du 100% ou tu fais 70-30. Non, c'est vraiment juste en fait une action qui va en avoir une conséquence sur une autre. Mais oui, il y a sûrement aussi une question de capacité. Au bout d'un moment, tu peux pas allouer toutes tes compétences à un seul endroit, tu vas devoir partager. Mais non, c'est vraiment du pur on-off. Genre, j'active le truc ou je lui envoie un signal de s'éteindre, un peu comme en maths. Tu fais moins fois moins, ça va te faire un plus à la fin. Ok. C'est plus dans cette idée-là. C'est genre un switch, j'active, j'enlève, j'active. Ok, ok, ça marche. Je vois le délire excitateur-inhibiteur.
Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus les différents neurotransmetteurs qui permettent justement d'exciter et d'inhiber? Et on verra après pourquoi c'est super intéressant de comprendre ça. Pour nos performances sportives, on va aussi détailler l'action de chaque neurotransmetteur, tu vois. Genre parce qu'il y a différents excitateurs, ok, ils servent tous à intensifier le signal, mais ils l'intensifient chacun à leur manière. Comme tu l'as dit, ils cryptent chacun d'une certaine façon. Et donc, selon l'effort qu'on va rechercher, un neurotransmetteur sera préférentiel à un autre, en gros. Plus ou moins, oui. Moi, j'ai pas trop la spécificité et différence entre chaque neurotransmetteur, mais ce que je peux t'expliquer, c'est le fonctionnement, grosso modo, de la synapse. Vas-y. C'est assez intéressant à comprendre. Et bah, après, peut-être que toi, tu seras capable d'apporter cette réponse, Ouais. mais moi, personnellement, j'ai pas l'application dans l'optimisation du sport. Ok, Mais ça, d'un ça point de... sera mon job alors. Ok. Donc, en premier, on va parler de l'acétylcholine. C'est le plus connu, c'est le plus général, c'est le plus simple à comprendre. Et la plupart fonctionnent dans le même fonctionnement que lui. Donc on va avoir l'élément présynaptique, qui est en fait l'endroit où le neurotransmetteur arrive. Et là, tu as tout un tas de systèmes, tu as des canaux qui vont faire rentrer du calcium pour faire avancer ton neurotransmetteur. Et à chaque en fait, petite étape, il y a un canot ici pour faire avancer le neurotransmetteur jusqu'au bout du truc, tu peux avoir un problème. Typiquement, Céline Dion, elle, c'est dans sa synapse, sa glutamate, elle a un problème sur ses canaux calciques. Et du coup, bon, je vais te passer les détails, mais du coup, elle est toute raide, elle a le syndrome de la stiff person. Donc en fait, sur chaque élément comme ça, du microscopique, tu as un moyen d'avoir un cafouillage. Ouais. Et c'est à la fois très intéressant et très frustrant aussi quand tu veux tout apprendre et te rends compte qu'en fait, l'homme est capable de 5000 erreurs quoi, enfin, dans son fonctionnement. C'est ultra complexe comme machine en même temps. C'est ultra complexe. Hein. On parle de faire entrer des micromoles de molécules de calcium à l'intérieur de la cellule. Les mols, Ouais, c'est pour ceux qui sont pas allés en S ou filière scientifique, ou alors qui y sont allés mais depuis un bail, c'est une unité de mesure très très petite ouais. de quantité. En gros, il dit là tu fais entrer quelques toutes petites, enfin tu fais entrer très peu de molécules de calcium, il faut que ce soit bien dosé parce que sinon ça fait de la merde. Et donc quand ça fait de la merde, ça peut créer des dysfonctionnements comme tu nous l'as cité avec l'exemple de Céline Dion. Ouais, t'as aussi tout ce qui est la faiblesse musculaire, ça se crée aussi par là parce qu'en gros, ton neurotransmetteur, il est bien obligé en fait de descendre de la synapse, de rentrer dans l'espace entre les deux bouts de la synapse et aller dans l'autre pour que le message il se passe. Donc en fait, les canaux calciques, ils ont quand même un intérêt assez important dans le sens où si tu bloques là, bah, tu auras moins en fait de transmission d'informations. L'acétylcholine, elle est retrouvée beaucoup en fait dans les jonctions neuromusculaires et donc moins de transmission de ce message résulte en moins de contraction, donc une faiblesse musculaire. Et c'est là un peu tout l'enjeu aussi. Le nom, alors ça doit être les syndromes paranéoplasiques, et pour mettre des noms, et, Je m'incline. et voilà, donc c'est Il nous faiblesse faudra un musculaire. micro pour le. Il y en a sûrement dans le coin en plus. Mais voilà, donc tu peux avoir des problèmes dans la présynaptique, je vais juste référer à ça, présynaptique. Dans la fente synaptique, alors il y a aussi encore une autre étape qui est donc ton acétylcholine, elle sort de la synapse, elle est dans l'espace entre les deux bouts de la cellule, et là elle va se faire dégrader en fait, parce que l'acétylcholine ne va pas rester activée dans la fente synaptique, elle va se faire couper en deux, en choline et en acétyl, par l'acétylcholine estérase. Voilà. Des détails, ASE, quand tu parles d'une enzyme, c'est un truc qui coupe. Et en gros, tout ça pour dire qu'il y a des problèmes qui peuvent s'arriver quand tu as des anticorps contre cette enzyme qui va te dégrader ton acétylcholine. Et ça, c'est vu par exemple dans les gaz de combat. Le gaz de combat, c'est un antagoniste irréversible. Donc, une fois qu'il est dedans, tu peux rien faire. Ça va te couper ton enzyme. Tu peux rien y faire. Il n'y a pas de bout de temps auquel tu es libéré. Et en fait, ce qui va faire, c'est que l'acétylcholine, elle est jamais dégradée. Et du coup, en gros, tu n'as plus de transmission de l'information. Donc, dans tes jonctions neuromusculaires, tu n'as plus de signal de contraction. Et typiquement, donc tes muscles ne se contractent plus, tu ne peux plus bouger. Ça, c'est par exemple l'exemple du curare aussi. Il y a une BD de Tintin, par exemple, dans laquelle on en parle. Tintin et l'oreille cassée. Ouais, les références, Bon, attention. J'en ai non, marre d'être en avec des gros, gens qui n'ont pas de culture. le curare, c'est assez connu. C'est le truc qu'il y a dans les sarbacanes. Hop là, je te pique et tout de suite, tu es tétanisé. Ok, ouais. Sauf que le curare, ça va, ça te tétanise juste tes membres.
les gaz de combat. Donc par exemple, c'était Saddam Hussein qui l'utilisait, il me semble. C'est celui, tu sais, qu'on va te mettre dans un mouchoir, hop, on te le fait respirer. Et donc, ça va te antagonise de ton acétylcholinestérase, plus de transmission de l'information, et donc plus de contraction, y compris dans les muscles qui te permettent de respirer, donc tu meurs. Ouais, ok. Voilà, typiquement. Franchement, tu arrives bien à apporter les exemples, je trouve ça top. Je vais détailler un peu plus sur l'acétylcholine, les autres fonctions que ça a. Je pense que c'est important de dire que l'acétylcholine, on a dit qu'il y avait des inhibiteurs, des excitateurs. Dans ces fonctions, vous allez voir qu'elle peut avoir un petit peu des deux. Par exemple, dans le nerf vague, elle a une fonction inhibitrice, elle peut ralentir les battements du cœur, mais elle peut aussi accélérer le fonctionnement de certaines choses. Comme faut imaginer ça, comme tu l'as dit, pour la contraction musculaire, elle peut l'accélérer. Si t'envoies et que tu dégrades plein d'acétylcholine, ça te l'accélère ta contraction. Donc à la fois elle peut accélérer, à la fois elle peut inhiber. Elle sert pour la contraction musculaire, mais elle sert aussi pour tout ce qui est apprentissage et mémoire. Et c'est je pense, le point principal de l'acétylcholine. Quelqu'un qui a beaucoup d'acétylcholine a naturellement une bonne coordination. Il apprend vite les mouvements. Il retient facilement les choses. En gros, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence. Donc, c'est le neurotransmetteur de l'intelligence. La mémorisation à court terme, c'est top. En fait, une personne qui est blindée d'acétylcholine, c'est le genre de type frustrant qui pourrait avoir un niveau national dans n'importe quel sport en s'entraînant un mois. Typiquement, Mathis, qu'on a vu hier à Workout Bodies, si on prend un exemple en street workout, les personnes qui ont beaucoup d'acétylcholine sont super fortes en agilité. Et elles apprennent aussi très vite les mouvements de hand balancing. Là, c'est les points forts de chaque personne. Pour ce qui est du détail de ce qu'on fera de ces neurotransmetteurs, on verra plus tard. Mais grosso modo, on va apprendre à discerner déjà les différents neurotransmetteurs qui sont préférentiels chez nous. On possède tous les neurotransmetteurs, mais l'activité de l'un par rapport à l'autre varie selon chacun, et donc selon chacun, selon ce qu'il fait, et aussi selon ses préférences et ses dispositions naturelles. Mais un truc que j'aime vraiment bien justement avec ta théorie de l'individualisation, c'est que c'est à la base de la médecine. Typiquement, c'était une erreur qu'on faisait dans le passé, on standardisait les prescriptions. Parce que Ouais. là, ok, dans le sport, tu progresses moins vite, mais dans la médecine, tu as des effets secondaires indésirables. Et ouais, c'est un truc qui est connu maintenant dans la médecine, qu'on prescrit pas la même chose à tout le monde et qu'il faut individualiser son traitement en fonction des spécificités du patient. Et c'est complètement logique de vouloir le faire dans le sport aussi. Ça tient la route, et je pense que c'est quelque chose. Enfin, ça, j'en discutais avec des ostéopathes à l'occasion. Quand je vais me péter un truc, je me dis, tiens, autant rentabiliser mes 55 € et causer un petit peu avec lui de prépa physique et tout. J'ai un ostéo super intéressant là-dessus parce qu'il s'y connaît de ouf, surtout en individualisation. Et quand on cause, on parle pas mal de motricité aussi. Par exemple, on est tous droitiers ou gauchers, mais en soi, ça s'arrête pas là. On a un côté où on est plus à l'aise à one arm handstand, on a un côté où on est plus à l'aise à one arm flag. On a un côté où on est plus à l'aise pour la rotation, on a un côté où on est plus à l'aise pour l'inclinaison. Tu vois, on a tout un tas de préférences motrices qui sont établies par notre corps juste pour pas qu'il ait à se demander ah merde, avec quelle main est-ce que j'attrape ce truc-là, dans quel sens je me retourne, tu vois. Ah ok. Juste pour accélérer toutes ces choses-là, le système nerveux autonome, il prend les décisions automatiques, tu vois. Ok. Tu l'as peut-être déjà remarqué, toi, en t'étirant, mais tu as un oblique qui est vachement plus souple que l'autre, ou un côté qui est vachement plus fort que l'autre, tu vois. En fait, l'homme est par essence asymétrique. Ça, c'est un autre système d'individualisation, à vrai dire, j'en discerne deux. Donc, il y a celui sur les dispositions physiques, donc la motricité que tu as, voilà, la préférence droite, gauche, inclinaison, rotation, tout ça, et les neurotransmetteurs dont on va parler aujourd'hui. Si je poursuis avec les neurotransmetteurs, on a vu l'acétylcholine, c'est ce qui te permet d'apprendre vite les mouvements, d'être explosif, d'avoir une bonne coordination. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'acétylcholine, typiquement, il sera très fort en agilité, à faire des combinaisons très variées. Typiquement, si je dois donner des exemples de personnes comme ça, Tony Gastelum, Ted, notre speaker national. On a aussi Colin, Arthur Didier. Arthur Didier,
Bah, de toute façon, tu vois à peu près tous les Agiboy, peut-être excepté San Gohan. Sullivan? Sullivan, pareil, blindé d'acétylcholine. C'est aussi des personnes, pour apprendre à les repérer, lorsqu'elles mangent, elles vont manger avec tous leurs sens, tu vois. C'est des personnes en fait qui savent très bien sentir leur corps et utiliser tout leur corps à bon escient. Donc, typiquement, quelqu'un de blindé d'acétylcholine, quand il mange, il sent les trucs, il teste la texture. Jolan, il est blindé d'acétylcholine. Et quand il bouffe, ça me fume parce qu'il est toujours là. Genre, c'est vraiment un animal, tu vois. Jolan. Autre chose très intéressante, pour ceux qui connaissent Jolan, pour le coup, je compte faire un podcast avec lui, donc vous allez le connaître dans tous les cas. C'est le co-gérant de MX Sport, même le cofondateur, pour le coup. Il est extrêmement défini musculairement. Il a une définition et une tension musculaire de dingue. Au repos, c'est moi en contractant, tu vois. Les personnes qui ont beaucoup d'acétylcholine, alors, moi, on va dire, je suis moyen. Du coup, mes muscles, quand ils sont au repos, ils sont plutôt mous. Quand lui, ses muscles, ils sont au repos, ils sont durs et ultra définis. Genre, si moi, j'avais la même quantité d'acétylcholine que lui, j'aurais un 8-pack de dessiné encore plus vénère que là. Ok, je te suis, ouais. Donc, c'est encore des signes qui peuvent vous aider à repérer les facilités d'une personne et donc savoir là où il est bon. Après, ce qu'il faut faire de tout ça, comme je t'ai dit, on verra plus tard. Faut bouffer de l'acétylcholine pour être sec. Ah, dans quoi il y a de la choline? Ça, c'est intéressant. L'acétylcholine, le précurseur, la choline, on peut la trouver dans les noix. Et oui, Tennessee. Là, il comprend pourquoi j'ai ramené 4 paquets de noix différentes et pourquoi je fais ça à tous les rassos. Ouais, il y en a Acétylcholine, fond là-dedans. dans les noix. Non, non. Oh, c'est quoi ce taux de merde là? La choline, il y en a beaucoup dans les noix. Il y en a aussi dans les œufs. Tu pourras en retrouver dans plein d'autres trucs, mais grosso modo, c'est dans ces deux choses-là qu'il y en a beaucoup. Tu pourras aussi trouver des compléments qui en contiennent pas mal. L'acétyl-CoA, je trouve dans tout. Je sais pas, ça, par contre là-dessus, je t'avouerai que je connais pas. L'acétyl-CoA, c'est partout. C'est genre la base de... C'est pas la réponse à lui, non, c'est pas 42, c'est acétyl quoi. Ok, ça c'était acétylcholine du coup. Pour moi, c'est le neurotransmetteur un peu spécial. Moi, c'est mon préféré. Je pense sincèrement que c'est le plus important parce Ouais, de que loin. on va dire que c'est le neurotransmetteur qui permet l'optimisation de tout. T'as beaucoup d'acétylcholine, même si t'as pas beaucoup de muscles, tu peux réussir à faire des trucs de dingue. Et en street, comme le rapport poids-puissance compte énormément, bah cet acétylcholine, il est très intéressant. Ceci étant dit, je te propose qu'on commence par les excitateurs, ensuite on enchaînera avec les inhibiteurs. Point important à souligner, on a dit qu'on avait tous des préférences. Donc, on a tous un excitateur qui va être préférentiel et un inhibiteur qui va être préférentiel. Et ça va nous définir ce pourquoi on est bon dans les entraînements. Alors, en excitateur, tu as parlé des catécholamines. Les catécholamines, si je dois faire simple, tout le monde les connaît, pas forcément sous ce nom-là. Il s'agit de... Adrénaline, noradrénaline, dopamine. Oui, on est bon. Donc il y a d'autres excitateurs, bien évidemment. Ici, aujourd'hui, on va essayer de rester simple et de pas en expliquer 30 000, sinon le podcast il a duré 30 000 ans. Glutamate. Et nous, on pourra pas jouer à Minecraft. Et ça va pas du tout. Et voilà, la décompression nerveuse, c'est important. Donc, oui, tu as raison. Buvez, c'est important. Petite pause. Sinon, tu parles et moi je bois, ça fait genre en mode on est là depuis longtemps. Donc, nous disions, la dopamine. On va commencer par là. La dopamine, c'était ce qui te motivait, ce qui te fait rechercher une récompense, en fait. C'est le truc qui détermine. C'est le fait de « Ah, j'ai une récompense, mais j'en veux plus ». Voilà, c'est le fait d'en vouloir plus, de chercher la motivation en général. T'as l'anecdote préhistorique sur la dopamine? Vas-y, ça m'intéresse beaucoup. C'est une histoire, bon, c'est une théorie, comme quoi la dopamine, pourquoi elle est là? C'est pour en fait nous donner envie, en tant qu'homme préhistorique, d'aller chercher à manger. Tu vois, Et en gros, le fait aussi, le problème de quand t'es pas satisfait, c'est pour te pousser à, une fois que c'est bon, t'as chassé ton gibier, bah tu le manges, mais ok, mais tu meurs de faim après quand même. Donc ça te pousse toujours à aller rechercher un gibier, tu vois, genre t'es en mode t'en as tué un, bon je vais en prendre un deuxième parce que j'en veux encore plus. Ben, le trouble de la dopamine peut être responsable de certaines maladies lorsqu'on a des dysfonctionnements avec ce neurotransmetteur. T'as un exemple? Pas avec la dopamine, moi j'ai avec les opiacés endogènes si tu veux.
un exemple avec la dopamine. Il y a l'Alzheimer. Oh putain! Purée, C'est ma Tennessee, spé, c'est j'étais ma là, spé, tu vois, c'est il y ma avait- il y avait spé. une perche, il y avait une perche. Alors, en plus, mec, en cours de neuro, le prof, il est là. Petite maladie avec la dopamine. Moi, j'étais le premier bouffon à faire. Ouais, Parkinson, Alzheimer. Putain, je suis trop con, mec. J'arrive pas à le redire devant toi. C'est ça. Ouais, c'est Parkinson et Alzheimer. c'est les deux. Parkinson et Alzheimer. Ouais. Bah, Parkinson, c'est à cause du. Bah, justement, synapse à dopamine, c'est aussi géré dans le mouvement. Contrôle extra-pyramidal de la motricité. Et. Bah, en fait, Ça me fascine, ça me fascine. Ouais, t'as des merdes dedans, ça va en fait générer des contractions quand il n'y en a pas besoin. Bon alors, Parkinson, petit aparté, c'est un tremblement au repos qu'il a. Genre, tu fais rien, tu trembles. Tu te mets à faire une action, tu trembles plus. Voilà. Mhm. Ok. D'autres liens avec la dopamine, quelqu'un qui n'est pas sensible à la dopamine, par exemple, eh bien, il aurait la flemme en général de tout. Et typiquement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une source de dopamine infinie. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs taillés pour nous faire produire de la dopamine. C'est ce qui les rend si addictifs parce que on en veut toujours plus quand on est dessus. On voit pas le temps passer. Ils sont conçus pour, tu vois, tu regardes un truc et en dessous, il y a l'autre post bien aguicheur qui Ah, le prochain apparaît gibier, et quoi. du coup, tu as envie de glisser. Sauf que la dopamine, à la base, elle est faite pour te préparer à faire une grosse action pour avoir ta récompense. Plus tu es prêt à faire une grosse action pour avoir une récompense, plus tu es sensible à ta dopamine. Et là, en l'occurrence, si tu as juste à faire ça pour avoir ton shoot de dopamine, bah, tu t'y désensibilises de ouf parce que tu peux en avoir plein. Ouais. C'est super facile. Donc, lorsque tu es habitué à scroll sur les réseaux sociaux, bah, pour te motiver, pour aller faire un foot avec tes potes dehors et être satisfait à la fin parce que tu as fait 90 minutes de foot ou un truc du genre, bah, c'est beaucoup plus dur. 90 minutes de foot ou ça, bah, frérot, si physiologiquement ça provoque le même effet dans ton corps, bah, bien sûr que oui, tout le monde va choisir ça. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une baisse de la sociabilité. Ça, c'était un exemple, mais il y en a encore plein d'autres. Donc la dopamine, c'est aussi un neurotransmetteur super important. À vrai dire, ils le sont tous. Ça, c'était pour les généralités. Et si on entre un peu plus dans les détails de l'entraînement, la dopamine, les personnes qui y sont sensibles, comme on l'a dit, c'est ceux qui vont aimer les défis et l'intensité. Bon, quand je coach une personne qui est très sensible à la dopamine, je lui dis, tu dois faire ça, si tu fais pas ça, t'es une pute. Ou je fais exprès de mettre des programmes qui sont un petit peu trop difficiles par rapport à ce que lui il sait faire. Comme ça, il voit ça comme un challenge et ça le motive. À l'inverse, quelqu'un qui serait pas autant drivé par la dopamine, faudrait pas lui mettre un programme trop dur. Parce que face à un programme trop dur, face à trop d'adversité, cette personne-là va perdre confiance en elle. Elle va se dire « Oh, j'y arrive pas, je suis nul » et elle va commencer à se dénigrer. Là où l'autre va prendre ça comme un jeu. Les personnes sensibles à la dopamine, encore une fois, si tu veux les repérer, elles jouent leur vie aux jeux de société ou aux jeux vidéo. C'est très très facile à repérer. Tu connais forcément quelqu'un dans ta famille qui va hurler pour jouer au Uno ou qui va péter un câble ou dès qu'il y a un karaoké. C'est la personne qui a moi. Voilà. Je pense que ça t'aide à repérer. Donc ces personnes-là, à l'entraînement, typiquement, elles tolèrent très bien les efforts qui sont intenses, bien violents. Les skills, typiquement. C'est des personnes en street qui sont le plus taillées pour les skills, les choses complexes. Comment est faite la dopamine, d'ailleurs ? Bah, la dopamine, c'est dérivé de la L-tyrosine, un des 20 acides aminés essentiels, qui se transforme en L-dopa. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, un mec qui a Alzheimer, c'est un défaut de dopamine. Donc la solution facile serait, on lui dit, je te prescris de la dopamine. Mais vu qu'en fait la dopamine, elle est transformée d'un produit de base, bah, on va plutôt lui prescrire ce produit-là, parce que la dopamine passerait pas la barrière encélocéphalique là-bas pour monter dans son cerveau. Ok. Petit aparté. Donc la dopamine vient de la L-tyrosine, pareil dans la fente présynaptique. Ensuite, comme l'acétylcholine, elle est par une entrée de calcium qui provoque en fait son expulsion dans la fente synaptique, elle arrive du coup de l'autre côté de la synapse et ça transmet après son message. Un petit exemple assez connu de choses qui vont empêcher en fait cette transmission de la dopamine du présynaptique au postsynaptique, c'est la cocaïne, les amphétamines. Ça va avoir une action de perturber en fait ce fonctionnement. Donc c'est pour ça que chaque drogue est un peu en mode, par exemple, tout simplement tout à l'heure je parlais de l'acétylcholine, un récepteur fondamental de l'acétylcholine c'est la nicotine. La nicotine en fait, elle par contre c'est un agoniste,
c'est un des récepteurs à acétylcholine, donc ça va faciliter sa transmission. Sauf qu'en fait, derrière, ça a toujours en fait un effet ailleurs. Bon là, pour la nicotine, c'est pas tellement un bon exemple au final parce que son autre effet, c'est être hypertenseur, donc ça devient mauvais après au niveau de ton cœur. Mais la cocaïne, bon, on sait tout ce que ça fait. Certes, du coup, ça va avoir des effets cognitifs, ça te met, t'es hyper furtif et compagnie, mais derrière, ça a une action directe sur la synapse qui est de bloquer en fait la recapture de la dopamine à l'intérieur de ta synapse. Ok. Donc ta dopamine, elle reste là en permanence. Et du coup, tu restes motivé en permanence. Mais je suppose que du coup, ça cause une grosse désensibilisation après coup. Tu cuis, Et ouais, du coup, c'est ce qu'on appelle la rechute. la rechute. Parce que lorsque il y a consommation comme ça, après, c'est encore une fois la loi de l'hormèse. Tu pètes le feu, forcément à côté, plus tu as pété le feu, plus il va y avoir une grosse redescente derrière. Et donc cette redescente, elle est due à la désensibilisation des récepteurs. Parce qu'ils ont été alimentés à donf, à donf, à donf, à donf, à donf. Là, faut que tu répares en fait le récepteur, tu lui as flingué la tronche. Donc pendant qu'il se répare, pas de Ouais, dopamine. tout simplement, genre, dans dans toutes les cellules, n'importe lesquelles, elles ont un récepteur. Tu le stimules trop, le récepteur, il va se faire internaliser. Il va rentrer dans la cellule et il va se faire détruire à l'intérieur. Comme le même Homer Simpson derrière les bus. Exactement, exactement. Ouais. Du coup, la cellule, elle perd son récepteur. Mm. Tu vas devoir attendre qu'elle le reconstruise un au fur et à mesure du temps. Ok. Et donc, Donc, elle fait ça. bah. Elle fait ça parce que si tu stimules trop le récepteur en question, la cellule meurt en fait. je sais pas la raison de pourquoi elle fait ça, je la connais pas personnellement, mais ouais, pour un tas de raisons, je suppose. Moi, je sais que le neurone, si le neurone est trop excité en permanence et qu'il n'y a pas d'inhibition, le neurone meurt tout simplement en fait. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a le j'arrête de recevoir pour pas que ça crève. Ok. Bon, on a fait dopamine. On va pas tous les détailler, donc le GABA, je pense qu'on va le laisser de côté. Non, tu veux voir le Non, GABA? non, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, le GABA. Ok. GABA, glutamate. Ok, ouais, donc GABA qui est inhibiteur, glutamate qui est excitateur, ces deux-là, on Ouais. les verra pas. À part pour une anecdote sur Céline Dion, mais c'est pas non plus super intéressant. On l'a déjà eu l'anecdote Céline Dion, donc c'est Je t'ai déjà dit Oh. Merde. On la refait, on la refait. Non mais on la refait. Adrénaline, je pense que l'adrénaline, Ça, c'est mon préféré. tout le monde a probablement déjà associé la sensation, ou dit spontanément, oh là c'est la montée d'adrénaline. Je pense qu'au niveau des effets, tu peux nous en dire plus. Adrénaline, dopamine, c'est vraiment les deux plus connus couramment. Tu sais grosso modo ce qu'ils font, et c'est les mieux ressentis, ouais. Et donc, toi mon bon Tennessee, si tu as une montée d'adrénaline, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, montée d'adrénaline, augmentation de mon flux sanguin, par exemple, de ma circulation, meilleure congestion, donc meilleur apport dans les muscles, donc je pète plus de perf. L'adrénaline, si on doit simplifier, c'est le truc qui te fait fonctionner en Ouais, accéléré c'est ça. de ouf. Juste, t'as une version shiny de toi. Super Saiyan. C'est une version Super Saiyan. Ouais, voilà, c'est mieux que shiny, ça sonne mieux. Ouais, en fait, comment dire? C'est quoi l'inverse de nerf déjà? Buff. Buff, ouais, Voilà. c'est ça. Donc l'adrénaline, c'est vraiment un buff plus 50% de tes perfs, parce que ça t'augmente ta circulation sanguine, ta fréquence et compagnie, tout ça. Typiquement, c'est par le biais de l'adrénaline qu'on peut entendre des prouesses ou dans les infos divers du genre une maman soulève deadlift sa Twingo de 860 kilos parce qu'il y avait son enfant coincé en dessous ou quelque chose du genre. T'as eu un mème là-dessus là, il y a quelques semaines. L'esprit humain indomptable ou un truc du style. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non. Ils se taper un délire avec ça. Ah ouais. Je connais pas. Mais voilà, grosso modo, l'idée. La daronne de 45 ans, bien évidemment que non. Elle n'a pas la force physique pour. Alors, comment ça se fait qu'elle arrive à la soulever? Si c'est pas d'ordre physique, la solution, c'est d'ordre nerveux, en fait. Les 2 semaines qui suivent, elle est couchée au lit, c'est récupération, tu vois. Mais elle est quand même capable de fournir un effort comme ça. Même quand tu entends ça, ça te fait vachement réfléchir sur les capacités du corps humain. Parce que le world record, au soulevé de terre, c'est pas 800 kilos. Tu vois? C'est combien? De mémoire, c'est 500 et quelques. Alors que c'est des gars. Ah, ok, je te capte. Je voyais pas où est-ce que t'en allais. tu Ouais. vois. Non, bah, l'exemple typique de ça, mec, c'est nous il y a 2 semaines en compète. Zéro sommeil, arrivé un peu à la zob, et au final, pas trop. Bon, je sais pas pour t'avoir, mais moi je m'étais pas entraîné à cause des concours de médecine. Et au final, mon niveau était pas non plus si dégueu.
Mais bon, le lendemain, je veux refaire ce que j'ai fait à la compète, impossible. Bah, le lendemain, c'est pas spécialement étonnant, mais Bon, dans les semaines qui ouais. suivaient, Ouais, me concernant, compétition, j'aime beaucoup le feeling en fait que ça me fait, parce que ça fait monter de l'adrénaline, bah, mais en complètement. même temps, ça ne le fait pas trop monter pour que ça devienne incontrôlable. Ça, justement, on peut dériver là-dessus. Donc, À quel moment ça devient incontrôlable, l'adrénaline? ouais, on peut dériver là-dessus parce que l'adrénaline, c'est bien, il y a aussi la noradrénaline. L'adrénaline et la noradrénaline ont des fonctions communes. Grosso modo, il faut imaginer que oui, c'est la pédale d'accélérateur, c'est le truc qui te fait passer en mode fight or flight. C'est le mode combat ou fuite. T'as un tigre qui pop devant toi, est-ce que tu lui casses la gueule ou est-ce que tu cours? Bon, dans tous les cas, c'est l'adrénaline qui est sécrétée à fond à ce moment-là. Après, c'est la confiance que t'as dans tes chances de réussite qui va faire que tu vas lui casser la gueule ou courir. De la même manière que il y a un équilibre à trouver lorsqu'on veut progresser, lorsqu'on veut performer, il y a aussi un équilibre à avoir. C'est pas celui qui boit 8 cafés qui performe le plus en compétition. Je parle en connaissance de cause parce que la première compète que j'ai faite, j'ai bu 3 Monsters et moi je bois jamais de café. Autant te dire que j'étais vraiment à la limite du tolérable. Morlaix? Ouais. Tu as BT 4? Non, j'avais été 3. C'était la 4 l'année dernière? Ouais. Ah, 3, ok. J'ai fait la 3. T'as fait la 3 avec Jérémy. Et j'ai battle contre Matt Braise. Ah Non, oui ouais, Ah, non, excellent. Il y avait pas Jérém à celle-là. Enfin, il avait fait la compète débutant. Ah fait- oui, il avait perdu contre Yanis en finale. Non, il n'avait pas perdu contre Yanis en finale, il avait perdu plus tôt, mais il avait largement les capacités d'aller Justice jusqu'à la Jérém, finale. Justice Jérém. Justice Jérém, reviens, va Jérém, reviens Jérém. Jolan, rends-nous Jérém. Rendez-nous Jérém. Tilbury Jérém. Justice pour Jérém. Je suis Jérém. All eyes on Jérém. Ah là là, pour Jérém, pour ceux qui connaissent, ils ont vu notre vlog. C'était un des premiers vlogs de la chaîne. Voilà, J'étais là, c'était en 2017. Since the very beginning. Purée, encore une roue libre là, je sais plus du tout où on était. Mec, je crois qu'on en était sur. Oui, si. Bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, maintenant, quand tu veux faire de la netherite. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Ah ouais, Minecraft, merde, restons focus. J'ai pas de montre. Bon, on parlait de la dose. Comme j'ai dit, à la GABT3, c'est pas celui qui boit le plus de café qui performe le plus parce qu'il y a un moment où tu as tellement d'excitation que ça ne devient plus contrôlable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien doser et arriver pile au taux d'excitation qu'il nous faut? Ce pic d'excitation, d'ailleurs, tu pourrais imaginer la jauge un peu un U inversé, tu vois, enfin une vague. Parabole. Une parabole. Oh pardon, j'ai pas les termes scientifiques. Ok. Tu imagines une parabole. En bas, tu as la courbe excitation. Plus tu avances dans la parabole, plus tu es excité. Et l'autre flèche, en ordonnée, c'est ta performance. En haut ici, pour atteindre le pic de performance, alias la zone ou le flow, eh bien, il faut bien gérer l'excitation que l'effort te demande par rapport à où toi tu es de base. Je vais donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus buvable. Si tu es quelqu'un en permanence de chill, limite amorphe, eh ben, si je te dis on va faire un footing, footing, non, tu vas avoir la flemme. Parce que l'effort est pas intense. Ok. Toi, tu es là de base, donc là, t'as ta parabole, tu vois, t'es même pas au pied de la parabole, t'es sous terre tellement t'es flemmard. Dans la zone critique. Voilà, t'es vraiment pas du tout excité, quoi. Donc, si tu veux arriver au pic, en haut de la zone, il faut une grosse excitation, alias une grosse intensité, une grosse technicité dans les efforts que tu fais. Autrement dit, si à ce mec-là, qui est plutôt calme de base, je lui dis « full planche ?» Là, hein, full planche? Ah, ça c'est mieux déjà. Tu vois, ça va plus le brancher. C'est pour ça que tu verras, au parc de street, c'est toujours le type le plus calme qui peut déchirer le plus. C'est toujours le gars qui sait se calmer le plus, du moins, qui peut envoyer le plus de performance. Si tu es déjà à courir partout, que tu sais absolument pas te calmer, tu peux pas avoir un pic. Parce que si, en permanence, au lieu d'être en bas de cette courbe, tu es déjà un peu en avant, il ne te faut pas autant pour atteindre le pic. À cette personne-là, tu lui dis footing, comme elle est déjà un petit peu anxieuse, elle est déjà un petit peu excitée,
le footing, ça va lui suffire. Tu vois, généralement, quand je te donne cette image-là, t'as peut-être en tête le daron de 45 ans qui est un petit peu stressé par le taf ou quoi. Lui, en permanence, il est un petit peu plus excité. Sa baseline, il y a plus de stress. Donc, quand il fait du sport, il ne faut pas qu'il en rajoute beaucoup. Un footing, ça sera très bien. Lui, tu lui dis full planche, ça fait trop. Il va y avoir de l'anxiété, une perte de motivation. C'est pas le mouvement qui va lui convenir, c'est pas le type d'effort qui va lui convenir. Il est plus fait pour les efforts moins intenses, mais plus longs. Notre baseline, elle fluctue en fonction des jours, elle fluctue aussi en fonction des personnes. Il y a des personnes qui naturellement ont l'air complètement stone, et il y en a qui de base sont un petit peu plus anxieuses. Mais ça varie aussi selon les jours, et donc tu verras que c'est les jours où tu arrives au parc, limite avec un petit peu de flemme, que tu sais pas pourquoi, mais tu casses tout. T'as beaucoup plus de force que d'habitude, tu peux tolérer des séries super dures, alors que si tu viens, t'es motivé, t'as déjà pensé à ta séance toute la journée, t'arrives au parc. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à pas trop stacker les sources de motivation. Ouais. En mode café, musique, truc. Et surtout pas trop longtemps avant. Parce que, pareil, si tu veux monter ton pic le plus haut possible, faut pas qu'il soit long. C'est pour ça que ceux qui disent « Ouais, je vais faire un gros entraînement de 4 heures », alors, tu peux faire un gros entraînement de 4 heures, forcer à fond pendant 4 heures, oui. Mais ton corps, il peut toujours se détruire plus qu'il peut se réparer. Tu vas pouvoir faire ça une fois dans ta semaine. Pour le reste de ta semaine, tu seras dead. Tes entraînements ne seront pas productifs, tu ne pourras pas forcer. Donc il faut vraiment comprendre cet aspect, plus tu veux faire un effort qui est intense, moins tu peux faire un effort qui est volumineux. C'est aussi logique que ça. Donc si j'en reviens à mes types d'efforts, pour entrer dans la zone, il faut réussir à trouver l'effort qui a la bonne intensité. Par exemple, certaines personnes toléreront très bien les efforts qui sont plutôt courts, donc 5 à 10 secondes, mais qui sont très 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 difficiles. Et il y a d'autres personnes qui toléreront très très bien les efforts plutôt longs. Et généralement, les personnes qui ont le plus confiance en elles, qui sont le plus sensibles à la dopamine, on va les qualifier de type 1 dans mon système d'individualisation, ce sont les personnes qui vont aimer ces efforts courts-là. Sensibilité à la dopamine, je suis capable de fournir des efforts très intenses, mais très courts. D'un autre point de vue, il y a des personnes qui sont beaucoup plus endurantes, qui ont, on va dire, deux personnalités distinctes, c'est-à-dire que hors des entraînements, c'est des personnes plutôt calmes, réservées, mais calmes pas dans le sens amorphe, calmes dans le sens ni particulièrement détendu, ni particulièrement stressé, tu vois. Ça, ce serait plutôt mon cas et plutôt le tien. Et ces personnes-là, on pourrait les qualifier de type 3. Lorsqu'elles vont arriver à l'entraînement ou avoir un feeling particulier, pouf, il y a une montée d'adrénaline qui se passe. Ces personnes-là tolèrent très bien les efforts qui sont longs. L'adrénaline te rend beaucoup plus endurant. Et elles aiment bien surtout la variété. Que dès que tu as des efforts qui varient, l'adrénaline, elle est sécrétée. Elles aiment bien la variété et les trucs originaux. Donc c'est pour ça que typiquement que nous, on va faire des manas. Exactement. On va essayer de tester des combinaisons de merde en handstand ou des trucs que personne n'a jamais fait, comme ton espèce de demi-mana bizarre là. Voilà, donc il y a différents profils. Et le but aujourd'hui dans le podcast, ça va être d'établir ces profils dont on a parlé avec les neurotransmetteurs. Au final, on n'a pas parlé inhibiteurs, mais je pense que c'est pas le plus important. C'est pas le plus intéressant, honnêtement. Le plus intéressant dans l'entraînement, c'est de comprendre surtout l'excitateur. Et donc, concernant l'excitateur, on a dit type 1, dopamine. Il aime bien les efforts très courts, très intenses. Et généralement, c'est celui aussi qui aura le plus de force. Type 3, sensible à l'adrénaline, c'est celui qui aura le plus d'endurance. Il va très bien tolérer les temps de repos courts et aussi les efforts plutôt longs. Et type 2, c'est ce qu'on pourrait appeler le type vitesse. Lui, il a beaucoup d'acétylcholine. Celui dont on a parlé tout à l'heure. Le type très explosif, j'ai donné l'exemple de Ted, de Colin, de Jolan, des personnes super explosives, très fortes en agilité de base, qui apprennent tous les mouvements super vite. Voilà, on a nos 3 profils types. Prends 2 secondes, toi qui nous écoutes, pour essayer de réfléchir avec tout ce qu'on a expliqué, à quel profil est-ce que tu t'identifies le plus ? Ok. Maintenant que c'est fait, peut-être que tu t'interroges sur le ah putain, moi j'ai l'impression que je suis type 3, mais le type 1 ça a l'air cool parce que je suis plus fort. Ouais, il est super fort, tu vois. Donc lui en statique, généralement les types 1 et les types 2, ils sont bons quoi, surtout les types 1. Type 1, on pourrait dire Elfo notamment.
il faut 20 push-ups tout press, du one arm front lever pull-up, quasiment un touch en one arm front lever. Balance des noms super connus, Adrien, Valentin, Euh, Ivan. la plupart des gens extrêmement connus sont quand même type 2. En type 1 très connu, pour moi, il y aurait Scarlixus. Celui qui fait des iron cross sur les petits doigts. Fait Maltese sur Ou petit qui doigt fait maintenant. Maltese, petit doigt. Un monstre, clairement. Pas extrêmement clean, mais extrêmement fort. Donc maintenant que vous avez cerné le type, est-ce qu'on peut le changer? Je pense que c'est l'une des premières questions qui vient en tête. Est-ce que tu as un avis là-dessus, toi? Est-ce qu'on peut changer? Bon, moi, je dirais que à se désensibiliser et à se sensibiliser à d'autres, on peut changer, ouais. Donc dans la théorie, même Moi, toi, je- au niveau neurotransmetteur, ça te paraît parfaitement Moi, faisable. ça me paraît faisable, hein. Alors, moi aussi, ça me paraît faisable. Et plus que ça me paraît, j'ai déjà vu des personnes changer. On peut changer à court terme, ça c'est sûr, à 200%. Changer à long terme, dans la théorie, c'est faisable aussi. Dans la pratique, j'ai déjà vu une ou deux personnes changer aussi. Mais ça demande un gros travail mental. Je vais en toucher deux, trois mots. Grosso modo, on a dit que les neurotransmetteurs étaient responsables des actions et des émotions qu'on avait, de comment on pensait. Donc si on veut changer nos neurotransmetteurs dominants, eh bien, il Changer faut comment on changer pense. cette manière de penser. Et en fait, il faut changer ta motivation intrinsèque. Ce qui te motive, c'est de battre tes performances, de faire mieux que la dernière fois. Tu vois ça comme un défi personnel. Il y a le toi d'hier, tu dois le battre. Ça, c'est la psychologie du type 1 et du type 2. Et la psychologie du type 3, ce serait plutôt j'ai juste envie d'avoir cette montée d'adrénaline, de sentir que je suis un super-héros, tu vois. Et il pourrait aussi vouloir faire ça pour plaire aux autres. Typiquement, le type 3, ce serait la personne qui attendrait que les autres la regardent pour lancer son meilleur combo. Et ça lui donnerait de l'énergie, tu vois. Genre, moi, typiquement, mon daron, il entre dans ma chambre, mes pères fait double. Ça, c'est humain. Donc, c'est valable pour tout le monde. Plus ou moins. Il y a des personnes qui ça va vachement stresser, mais grosso modo, dès que tu es regardé ou que tu es encouragé, ça aide. Mm. Et il y en a pour qui ça aide beaucoup. Voilà ce qu'on peut dire pour se repérer. Est-ce qu'on peut changer de neurotype, oui, non. Voilà comment les différents types pensent. Je te laisse te débrouiller avec ça, et si tu veux davantage de détails, peut-être qu'il y aura une formation beaucoup plus complète sur le sujet, où on développe en détail les neurotransmetteurs, on donne des protocoles extrêmement précis de l'entraînement, du temps qui conviendrait, du temps d'entraînement, du temps des séries, du type d'effort qui conviendrait le mieux à chaque personne, avec des exemples super précis, peut-être même une planification à la compétition comme ça. Oh, peut-être. Plus d'informations sur le site. Un petit mot sur Bible of Static. Un petit mot sur Baby, j'ai pas ramené d'exemplaires en plus, putain. Je l'ai là-haut, moi. Dommage. Mais une autre question, peut-être. J'avais noté des trucs, je crois. En vrai, c'est un peu étalé au début, mais t'as bien rattrapé le fil. Non, ça t'es resté concis. Et même quand tu partais dans des exemples, t'arrivais à. Ouais, type 2. Moi, c'est souvent mon cerveau, il part en live et puis il y a une petite partie qui me dit attends, on Mais c'est retrouve le fort, ça. sujet. Ça, c'est typiquement le truc. On nous a dit dans les entraînements pour les oraux que je vais faire là, faut que tu arrives à faire les exemples, mais toujours à ramener. Donc, ça illustre bien que. Voilà. Mais C'est une très belle force, ça, à l'oral de pouvoir faire ça. Ça, c'est acétylcholine. Et c'est automatisé tellement j'essaye de tout expliquer depuis longtemps, tu vois. Bah, tu veux savoir expliquer les choses, bah, explique les choses. C'est Ouais. pas C'est un truc plus avec lequel compliqué je que galère ça. encore un peu, mais écoute. Mais là, moi je trouve que tu te démerdes très bien et que tu sais expliquer. Dites à Tennessee en commentaire qui sait bien expliquer, sinon je vous casse la gueule. Je pense qu'on est bon sur cette partie neurotransmetteur. Si on doit terminer un peu avec l'individualisation, et ça va nous faire une belle transition, encore une fois, vers la Vers souplesse. Vers l'histologie, l'embryologie. Parle-nous des types musculaires. Ouais, absolument. Eh bien, on a vu les différents types. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de typologie musculaire. Eh bien, figurez-vous que les deux sont liés. Oui. Ah ouais? Eh oui, incroyable, n'est-ce pas? Tout est lié. 42. La réponse à tout. Non, attends, t'avais dit un autre truc. Steel Queen. Voilà, Ah, c'est non, type quoi? Steel quoi. La grande réponse dans l'univers. Donc, cette typologie musculaire, j'avais dit grosso modo qu'on avait des fibres qui étaient plutôt puissantes et des fibres qui étaient plutôt endurantes. Si je dois résumer, on a les fibres de type 2B, X, qu'on appelle les fibres blanches, ou qu'on appelle aussi les fibres blanches ou les fibres puissantes. On a les fibres de type 2A qui sont intermédiaires, et les fibres de type 1 qui sont, elles, très endurantes. Bon, pour Les le coup, rouges. ça colle.
ou qu'on appelle aussi rouge. Pour le coup, ça colle pas vraiment avec... Enfin, il faut vraiment discerner ça des types force, endurance et tout dont j'ai parlé avant. Là, si tu parles juste de la typologie musculaire, c'est comme ça que c'est appelé en physiologie, voilà, en anatomie. Mais voilà comment ça fonctionne. Il faut juste savoir qu'il y a des fibres qui sont plus puissantes, que tu vas davantage utiliser dans des efforts comme des sauts, des lancers, des full planches, des efforts qui sont très intenses, qui te demandent beaucoup de force et ou beaucoup de vitesse. Et il y a des fibres qui vont davantage être résistantes à la fatigue, donc qu'on va utiliser préférentiellement dans du maintien de posture ou dans des efforts longs, comme de la course à pied, de la marche et autres. Ces proportions varient selon les muscles et selon les individus. Et ces proportions musculaires-là, donc tu vois, tu peux avoir 33% de fibres de type 2BX, 33% de fibres de A et 33% de fibres 1, ce sera notre base, et ben un type qui serait force, bah lui, il aurait plus de fibres 2BX, 2A. Surtout 2BX, voilà, fibres blanches. Ce qui est génial avec ça, c'est aussi que c'est les fibres les plus grosses. Tu regardes Vincent Cali, par exemple, lui, il est énorme. Ben, tu sais du coup comment il est là-dedans, mais tu sais que comment il est là-dedans, ce qu'il aime, les motivations, le fait qu'il aime l'intensité, ça influe directement sur son corps et sur ses typologies musculaires. Donc la typologie musculaire, on peut influer dessus, mais on a tous une certaine base. On va dire qu'on est tous sprinteurs ou marathoniens, en gros, plus ou moins. Donc le sprinter qui va être plutôt puissant et le marathonien qui va être plutôt endurant. Donc c'est sûr, les deux, tu les mets au marathon, c'est le marathonien qui va être le meilleur à terme. Les deux, tu les mets au sprint, c'est le sprinter qui va être le meilleur à terme. Toujours est-il que tu as quand même un potentiel d'amélioration dans l'un ou dans l'autre qui n'est pas négligeable. Donc voilà, ça joue sur la taille de tes muscles. C'est aussi un point de plus qui va t'aider à repérer. Ah, lui, il a des gros muscles. Il est typé pour de la force. Et lui, il a des muscles plutôt fins. Il est typé pour des efforts plutôt longs et peu intenses. Voilà, je pense qu'on est bon sur ce qui est de la typologie musculaire. Waouh, j'ai besoin de boire là. Ça. Il y a un petit coup de barre. Putain, moi j'ai l'œil qui me gratte là. Ouais, c'est l'acétylcholine, ça, je reconnais. Ouais, mec, c'est. Mais non, mais le truc de je te parle là sur le coenzyma, je te montrerai, t'as un diagramme qui est absolument insane, genre en mode. C'est toutes les relations des molécules entre elles. Et genre, tu vois, t'es dans un labyrinthe, mec, c'est le labyrinthe du Minotaure. Tu cherches. Et tu vois, c'est tout petit. Et là, tu vois un cercle, mais gigantesque. Et t'es en mode, mais wesh, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est vraiment l'acétylcoenzyma. Et genre, mec, c'est le plus gros truc qui a le plus de relations. Genre, c'est vraiment. Le diagramme, c'est un peu compliqué d'expliquer le diagramme, mais genre. Tu sais, genre, t'as vraiment un rond comme ça, acétylcoenzyma, et après, genre, t'as une petite branche, adrénaline, machin truc. Voilà, il explique toutes les actions qu'il y a. Enfin, la bulle représente toutes les actions qui se passent. Ouais, c'est ça. Mais genre, ça fait du coup un grand rond parce que c'est riche le truc, c'est fou. Donc, on a parlé de typologie musculaire. Et du coup, comme tu m'as complimenté, ça m'a fait foirer complètement ma transition. Je sais plus ce qu'on voulait faire. Et tu voulais faire la transi sur entraînement souplesse étirement, souplesse, calisthénie, gérer les entraînements et les études. C'est plus logique de partir sur la souplesse. Faire la transition histologie vers la souplesse si on parle pas genre du. T'inquiète, je l'ai, mec. Tu l'as? Moi, je l'ai pas. Donc, après, aucun cut et une réflexion purement instantanée de notre part. One shot. Pour faire une transition vers les types de personnes à l'entraînement et la souplesse, le type 3 par exemple, on a dit qu'il avait relativement peu d'acétylcholine, ce qui faisait qu'il avait les muscles plutôt mous au repos. C'est aussi ce qui va faire qu'il est très disposé à la souplesse. D'où notre dominance au mana. T'es bon. La transition, un petit 8 sur 10, un truc comme ça. Donc, Tennessee et moi, on est des grands fans de souplesse parce qu'on est justement du type 3. Je répète, si tu as cerné ta typologie avec ce qu'on a expliqué, fais-en part en commentaire sur Spotify ou sur YouTube, selon la plateforme que tu lis. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler si tu as des interrogations aussi sur la manière de l'entraîner, d'autres spécificités des types, on attend tout ça. Donc là, si on se penche un petit peu sur la souplesse, toi, comment est-ce que tu la travailles et dans quel but? Alors, souplesse, je me suis inspiré de. J'ai raté. Kevin?
Non, même pas Kevin. Non, je crois que je me suis pas inspiré de lui en plus. Non. Je me suis inspiré de personne. Ouais, je me suis inspiré de personne, hein. Non, en souplesse, je suis parti de l'idée un peu commune de faire, tu veux devenir bon à quelque chose, tu y attribues 5 minutes de ton temps par jour. C'était ça l'idée de base. Ça remonte il y a un an, en février, je crois que je me suis vraiment mis à la souplesse. C'était en mode faire les étirements avant de dormir pour devenir un peu plus souple, tu vois. Genre, parce que les étirements c'est bon, après le sport, t'entends toute ta vie, tire-toi et compagnie. Et donc je m'étais mis à m'étirer, des étirements un peu basiques, tac tac. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas trop bien de rentrer le grand écart, des étirements pour le grand écart dans cette routine-là, qui me prenait 5 minutes le soir. Du coup, je me suis mis à faire ça, et ma surprise a été que, au bout de 6 mois de faire cette routine, je m'étire le soir, à faire genre, je me pose, je fais un grand écart comme ça, un grand écart comme ça, j'ai mon grand écart au bout de 6 mois. Hyper bénef. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai peaufiné un peu mon truc, et j'en suis arrivé avec la routine, ça me prend même pas 5 minutes, et que ça doit me prendre 4 minutes total par jour. Parce que du coup, je le fais à mon réveil, je m'étire, bon, tu te réveilles, tu es moins souple, tu fais les mêmes mouvements que tu ferais le soir quand tu es bien chaud, mais en mode, de toute façon, tu vas pas toucher ou quoi que ce soit. Donc tu fais ça quand tu te réveilles, déjà ça te chauffe un peu, ça te réveille et compagnie. Et le soir, avant de te coucher, quand tu es bien chaud, généralement, tu vois, après la douche en plus, tu prends une douche froide, une douche chaude, t'en ressors, t'es quand même plus chaud. Tu fais tes étirements, et voilà, juste avec 2 séances par jour, qui te prennent très peu de temps chacune, tu arrives au long terme à avoir des résultats qui sont vraiment sympas. Donc que ce soit à grand écart, dislocation d'épaule, compression et ouverture d'épaule. Bah, on va parler un petit peu des avantages de la souplesse, justement. Beaucoup de personnes perçoivent l'intérêt dans l'aspect santé, mais pas dans l'aspect performance. Parce que quand on dit souplesse et force, ça peut paraître un petit peu comme des opposés. Sauf que, dire un truc qui va traumatiser un petit peu, donc assieds-toi, plus tu es souple, plus tu peux être fort. Exactement. Pourquoi? Est-ce que tu as une théorie là-dessus? Parce que tu gagnes en mobilité de membres et du coup, tu as un meilleur rendu de transfert de force ou une connerie du genre. En mode, ton handstand, si tu le fais pas les bras au max, bah, tu vas perdre de la force parce que t'es pas un piqué droit. Alors que si tu arrives à avoir une meilleure ouverture d'épaule, bah, ta force, elle se transmet hyper clean de A à Z. Ouais, déjà dans cet aspect-là, pour certains mouvements qui demandent un bon alignement, bah, si t'es pas assez souple, typiquement comme le handstand, tu l'as donné, ça c'est super pertinent. Ensuite, dans la plupart des mouvements, plus tu es souple, moins tu as besoin de produire de force. Je sais pas si tu as vu Manon qui fait un V-sit, ou les filles qui font des V-sit en général, elles n'ont pas besoin de se pencher en arrière en fait. Ah oui, Elles sont exactement. juste pliées en deux comme ça, et du coup, c'est super économe en termes de force. Parce Ouais. qu'elles n'ont pas besoin de forcer avec les triceps et de se pencher en arrière comme nous on le ferait, surtout moi. Je me penche de ouf parce que j'ai quand même une lacune en souplesse. Le mec, il Tu dit vois. qu'il est pas souple. Bah, c'est pas que je suis pas Non, souple, oui, mais oui. c'est que comparativement à d'autres, genre si je me compare à Léa Depagneux ou à toi, vous êtes plus souple que moi. Mais moi, j'ai davantage la composante force, donc au final, ça compense. Et toujours est-il que du coup, ton mana, ton V-sit ou n'importe quel mouvement, plus tu es souple dedans, moins tu as besoin de force pour le réaliser. Par exemple, tu veux faire une presse ou handstand bras plié, ben plus tu es souple et tu arrives à te plier, à te Ah comprimer bah, en deux, complètement, oui. moins tu as besoin de t'avancer avec tes épaules pour faire décoller tes pieds. Donc au final, plus tu économises de force. Ouais, Donc ça c'est l'aspect économie de force. Mais dans l'aspect potentiel de force, ça joue aussi. vas-y, dis-moi. En gros, ton muscle produit une force optimale à une certaine longueur. Ce que j'entends par longueur, sa longueur de repos, ici par exemple pour le biceps c'est l'exemple le plus simple, à 100 degrés, c'est l'angle articulaire où il produit une force maximale. De la même pour le triceps, tu vois, tu peux imaginer, tu as les élastiques de chaque côté qui s'équilibrent à ce niveau-là. Donc c'est ici que tu auras entre guillemets le moins de tension passive de la part de ton triceps. Ok. Il n'est pas en train de s'étirer. Si ce muscle-là, il est en train de s'étirer, bah, il créerait de la résistance passive, donc toi, tu pourrais forcer un petit peu moins avec celui-là en soi. C'est pour ça, c'est notamment pour ça que quand tu es en course interne, donc quand ton biceps est ultra contracté, bah, tu peux produire quasiment aucune force. Alors que si tu es là, tu as beaucoup plus de force. Ok. C'est d'une part, il y a ça. D'autre part, il y a que ton muscle il est contracté à mort, donc il se gêne lui-même, tu vois. Tu peux imaginer quand un muscle se contracte, t'as
deux parties qui viennent Très, très beau s'emboîter comme ça. sarcomère. Voilà, un petit sarcomère. Et donc, plus ça se contracte, plus ça galère à gratter les derniers centimètres. Donc, c'est dû à ça, mais aussi à la résistance passive. Donc, si je rejoins la longueur musculaire, plus ton muscle peut avoir une longueur totale ample, plus il peut avoir une longueur optimale ample. Donc, au lieu de produire de la force max juste ici, tu peux produire de la force max ici. Ok, je te suis. Ça, c'est 100% de moi. Je l'ai lu nulle part. C'est simplement de la déduction logique. Et ça s'applique à 100%. On regarde les bodybuilders qui travaillent jamais la souplesse et qui peuvent pas plier ou tendre les bras plus que ça. Bah, au final, ils sont restreints en force. Donc, ils sont aussi restreints dans leur taille de muscle, même s'ils sont pas si épais que ça. Tous mes potes bodybuilders qui sont excellents, ils sont super souples. Bah, c'est peut-être une transition vers un mythe autour de la souplesse, comme quoi c'est pas fait pour tout le monde. Mais je pense, moi, la souplesse, au-delà de n'importe quel sport, genre calisthénie par excellence, pour moi, c'est le sport qui est accessible à tout le monde. Mais Ouais. la souplesse, en plus de ça, c'est encore plus accessible à tout le monde parce que calisthénie, tu peux être restreint un peu par ton âge, tu peux être restreint par ton poids. Mais là, la souplesse, c'est vraiment juste de l'amplitude de membres. Tu peux en gagner peu importe ton poids, ton âge ou ton sexe. Mm. Tu as des facilités, tu as des difficultés, mais n'importe qui peut soulever le grand écart. Ouais, c'est ça. Et comme on l'a dit, là j'ai bien détaillé sur l'aspect force, mais sur ce qui est de l'aspect santé, ton articulation, toutes tes articulations, c'est des petites bulles. Si elles sont jamais habituées à aller en amplitude, tu peux imaginer que plus tu peux atteindre une grosse amplitude, plus ta bulle elle est grosse, tu vois. Si tu n'es jamais habitué à aller en amplitude, ton corps il n'a pas besoin d'avoir une grosse bulle, il réduit la taille de sa bulle. Les différents composants qui sont à l'intérieur de cette bulle, de cette capsule articulaire, sont susceptibles de créer du conflit, donc d'avoir des inflammations, ce que tu appellerais une bursite, inflammation de la bourse synoviale, ce que tu appellerais une tendinopathie, ce que tu appellerais tous les trucs en pathie d'ailleurs, enfin tendinite, it c'est l'inflammation, tu vois, donc ça crée les inflammations, arthrose, dégradation du cartilage, carrément. en gros le conflit ici, en fait tous les problèmes ils ont lieu parce que tu as ce manque de mobilité là dans ta capsule articulaire. Donc si toi tu travailles sur la composante souplesse, que tu habitues ton corps à aller en amplitude, c'est déjà mieux. Bon, au-delà de ça, il faudra aussi construire de la force en amplitude pour, entre guillemets, pas avoir du potentiel, mais sans savoir l'utiliser, parce que être souple, c'est bien, mais si tu peux rien produire en amplitude comme force, en soi, ça sert à rien, ça peut juste être hyper laxe. C'est quoi la différence l'idée. entre souplesse et mobilité? Alors, tu saurais me la dire, toi? Alors, Je sais pas. la mobilité, c'est ta capacité à faire un mouvement, en général. C'est la définition de base. C'est ta capacité surtout à produire de la force en amplitude. Donc, je m'explique. La souplesse, ce serait juste, je fais un étirement comme ça. La mobilité, ce serait, j'amène mon bras dans cette position, ou alors si on m'y amène, je suis capable de résister, de bouger. Okay. Tu es capable de bouger. Pas juste, je suis capable de m'y faire emmener. Ok, donc passif et actif. C'est ça. Donc les étirements qu'on appelle actifs, en soi, c'est un travail de mobilité. Et les étirements qu'on appelle passifs, sans contraction, en soi, c'est juste de la souplesse. Pas un troisième type d'ailleurs d'étirement? Il y a les étirements qu'on appellerait balistiques. Ah oui, mais c'est ils un sont chiants type ceux-là. d'étirement actif. En gros, c'est des... Ouais. Comment dire? Très utilisé par les gymnastes, moi j'ai Ouais. jamais trop kiffé. Bah, tu vois, en gros, si tu veux te préparer aux efforts pliométriques, donc tu veux faire des sauts, des rebonds, des trucs du genre, bah, ça peut avoir un intérêt de le faire. Mais pour gagner de l'amplitude en tant que tel, non, ça aidera pas. Ouais, c'était Axel qui m'avait conseillé de faire ça sur mon grand écart, de faire du pliométrique sur mes jambes. Ça m'a un peu fait chier. Oh, magnifique transition, mec. On va voir comment travailler la souplesse. Toi, tu expliquais un protocole, moi, je vais en expliquer un autre. Vas-y. Donc, comme toi, la souplesse, je la travaille depuis un bail. Depuis mes débuts, en fait, je m'étire. Je m'étire en fin de séance. Je m'étirais en fin de séance, surtout quand j'ai commencé. Et là, plutôt le soir. Je trouve que c'est une très bonne routine. Ça m'aide à m'endormir. Et le fait d'avoir cette routine-là aussi, je trouve ça bien. Tu vois, tu respectes, tu coches douche froide, étirement, tu peux aller dormir. Tu vois. Ouais, et c'est curieux parce que le soir, ça te relaxe, ça t'aide à dormir. Le matin, t'es plein de cortisol, hop, ça le vire un peu et tout de suite, t'es plus réveillé après ta routine. Ben, C'est un double effet le matin, le soir. j'ai essayé de faire le matin personnellement et
je ne l'ai pas gardé. Ou alors, je le fais juste pour certaines zones. Si je sens que j'ai des zones sensibles, par exemple, mon poignet, il a mal en ce moment, ben, je vais l'étirer plus fréquemment. Donc, le matin ou un peu tout au long de la journée, je vais pouvoir l'étirer. Ok. Et sinon, ouais, j'ai une routine du corps globale tous les soirs. Le soir, je fais des étirements qui sont plutôt prolongés. Si le but recherché derrière les étirements, c'est uniquement de la souplesse, on a vu que ce n'était pas l'idéal. Donc, pour l'instant, on va détailler souplesse, on ira sur la mobilité plus tard. La souplesse, tu fais l'étirement, donc tu te relâches lorsque tu vas dans la position, tu expires, ça peut t'aider du coup à t'endormir et c'est pour ça que c'est intéressant notamment de le faire le soir. Tu vas dans la position, tu te relâches, tu essayes de choisir une position de préférence assise ou allongée. Il y a différentes manières de faire un étirement, tu pourrais étirer tes triceps debout en soi ou en étant allongé au sol. Et ben, si ton but c'est de te relâcher à fond et de travailler ta souplesse, ce serait plus intelligent de les faire allonger au sol. C'est quelque chose de pratique auquel on ne pense pas beaucoup, mais c'est intéressant quand même selon ce que tu cherches à développer. Donc d'une part, on cherche des étirements qui sont plutôt longs, prolongés. Donc, ce que j'entends par long, c'est au moins 20 secondes jusqu'à 1 minute, voire allez, 3 minutes. C'était vraiment super chaud pour certains types d'étirements. Genre, nous concernant, nous deux, les grands écarts ou les fermetures de hanches, on pourrait pousser jusqu'à 3 minutes. Jamais de la vie, je fais un grand écart de plus de 30 secondes. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis de j'ai la- déjà essayé plus longtemps. Je sais plus, j'avais posté un truc sur Insta un jour, j'avais fait les recherches. Je t'avais parlé de Ouais. oxytocine, sérotonine. Non, j'étais tombé sur une étude justement qui montrait que pour les étirements, en fonction de routine comme ça, donc je l'avais fait avant d'être tombé sur l'étude et je l'ai continué. Bah, du coup, l'étude me l'a confirmé que tu prends un étirement de 15 à 30 secondes pour des séries de 3 fois par jour. Parce que je crois que l'objectif sur la semaine, c'était de cumuler un total de 5 minutes dans l'étirement. Et c'était, t'en faisais plus, il commençait, c'est ton histoire de parabole que tu as dit tout à l'heure, t'en fais plus, bah tu vois pas forcément plus d'effets bénéfiques. Ouais. Bah, c'est vrai que dans les étirements comme dans tout, moi, je pense que l'aspect fréquence joue et c'est aussi pour ça que la souplesse, je trouve que c'est vachement sous-coté parce que c'est probablement un des trucs en street qui te demande le plus de travail. Genre, s'il y a aussi peu de personnes à Ok, avoir mana, ok, d'une part, c'est parce que ça n'a pas forcément les moves qui sont les plus impressionnants, c'est obscur du aussi. moins voilà, au vu de tous les pratiquants, mais c'est aussi parce que c'est super dur. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Moi, pour moi, souplesse, c'est super facile, dans le sens où c'est vraiment une routine qui te prend peu de temps. Et je pense que tu me remplaces ma routine souplesse par une routine planche, j'ai pas de niveau en planche. Ouais, mais ce que j'entends par là, c'est que tu peux avoir un niveau ok en souplesse ou un niveau ok en poussée ou en tout ce que tu veux, mais si tu veux être bon ou excellent dedans, là, c'est vraiment difficile. Ce que j'entends par excellent, pour moi, on n'est pas encore excellent, tu vois. Tu veux que je t'en mette une là? Kevin et NJ le sont. Parce que, typiquement, ils ont mana, quoi. Typiquement, ouais. Et arriver à ce stade-là, c'est que ils forcent plus sur les étirements qu'ils font, ils créent plus de potentiel. Et forcer sur des étirements, c'est une douleur bien particulière qui peut paraître vraiment insupportable à supporter. Ah Justement. ok, donc c'est pour ça que tu dirais que c'est plus dur. C'est Ok. c'est dans cet aspect-là parce que en fait, c'est une douleur qu'on pourrait comparer à la douche froide ou au fait de travailler les doigts. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler plus douleur, alors qu'à l'entraînement, quand tu fais de la planche ou quand tu fais des front levers, c'est la sensation de forcer et de travailler. Ok. Alors que là, c'est toi qui subis vraiment quelque Ouais, c'est chose. plus une douleur Shaolin. Ouais, voilà, c'est le fait de subir quelque chose. C'est pas le fait d'affronter, c'est le fait là tu subis clairement le froid, tu subis des trucs et tu dois résister à ça. Ok, non, je suis d'accord avec toi du coup. Arthur, Kiven, NJ, Axel, Ted, Jolan, c'est bon, on a placé tous les potes. On a placé à peu près tout le monde. Ouais, mais tu sais quoi, t'as parlé d'un truc, et on va reparler un petit peu d'individualisation. J'ai dit que les personnes qui avaient le moins d'acétylcholine, c'était généralement les plus souples. Regarde, les personnes qui ont le plus d'acétylcholine sont généralement pas souples du tout, justement. Ouais. Mais vraiment, c'est impressionnant à quel point elles sont pas souples. Hein. Quand tu leur demande à Ted d'aller toucher ses pieds, je suis même pas sûr qu'il y arrive, tu vois. Bah, juste avoir le peu de ICIT que tu vois en compète. Ouais. Même tu vois des V-sites, mais très très bas. C'est ça, bah, il se penche vachement en arrière, limite Ouais. fait une victo, frérot. Ce sera pareil, t'y arrives mieux, je te vois moins galérer. Voilà, c'était pour la petite aparté individualisation. Si je dois revenir sur la souplesse et donner un protocole un peu plus simple, un peu plus général,
J'ai fait des vidéos qui proposent étirements pour tout le corps. Même sur ma série Street Workout, j'ai fait une vidéo où je présente toute ma routine souplesse. Faut retenir que c'est bien d'étirer tout le corps à chaque fois. Après, c'est comme tout, si tu veux vraiment pouvoir forcer à fond, tu peux pas te permettre de faire plein de séries. Donc si tu as un objectif de performance, déjà, il faudrait s'étirer tous les soirs et pas juste 1 à 2 fois par semaine. Mais si tu commences dans la souplesse, faire 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà top. Hein, va pas te dire, je commence direct à faire tous les soirs, c'est le meilleur moyen de pas réussir à t'y tenir. Complètement. Bon, vraiment, commence soft et puis au fur et à mesure, tu réussiras à y prendre goût. Alors que si c'est comme ta meilleure musique, hein, si tu découvres une musique et que tu te mets à l'écouter tous les jours, 10 fois par jour, bah, au bout de 3 semaines, elle va te casser les couilles. Typiquement. Et toi, je sais, juste, je te renvoie un peu dessus, t'aimes bien faire les muscles antagonistes quand tu t'étires. Ouais, alors ça, en gros, lorsque tu. Enfin, je crois que c'est la deuxième loi de Sherrington, si je dis pas de conneries. Et en gros, lorsque tu contractes un muscle, ça aide à l'inhibition de l'autre. Moi, quand je fais des étirements, bah, par exemple, quand tu étires, tu veux étirer ton biceps, bah, tu vas mettre le bras dans une position où il est tendu, et en plus de ça, tu peux contracter ton triceps. La loi de Sherrington nous dit donc que ça va aider à détendre le biceps, mais ça va aussi aider à gagner de l'amplitude dans son étirement. Donc au final, c'est doublement bénéf. D'une part, je fais ça lorsque je vais étirer mon biceps, et comme tu as contracté ton triceps pour l'étirement de ton biceps, eh bien, j'ai dit que plus on était relâché, plus on était susceptible de pouvoir se contracter après, mais l'inverse est vrai aussi. Plus tu as été contracté, plus tu es susceptible de pouvoir te relâcher après. Donc, tu fais ton étirement d'un côté, et puis tu enchaînes de l'autre. Et comme ça, tu as un étirement optimal des deux côtés. Et à chaque fois, tu contractes le muscle opposé. Donc ça te permet non pas de créer de la souplesse, mais plus généralement de la mobilité. Force et souplesse. Ouais, ce concept, il est intéressant. C'est encore une histoire de collatérale récurrente dont je t'ai parlé. T'as ton nerf du biceps qui envoie une collatérale sur ton triceps, qui, quand tu contractes ton biceps, inhibe le truc. Et en fait, ça, de base, le but, c'est pour avoir une précision dans le mouvement, tu vois. Genre, quand tu te contractes un muscle, tu inhibes les mecs aux alentours pour être sûr que tu contractes le bon muscle. Et genre, que lui, tu vois. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai parlé de cette loi à mon prof de neuro. Il la connaissait pas. Ouah. Ouais. Le choc. Voilà, moi Tennessee 21/20, bon, pas dégueu, je m'attendais un peu à plus. Non, beau gosse. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait globalement le tour de souplesse. Peut-être qu'on peut faire une transition vers les études. Vas-y, j'attends la transition. La souplesse. Comment est-ce que tu révises, Tennessee? Dis-nous en plus. Tu nous as dit que tu étais en études dans la santé pour faire kiné. Je sais même pas si tu avais précisé tout ça. Oh mec, c'est changé pour faire neuro maintenant. Bah développe. De quoi? Développe ce que tu veux faire et comment tu as pu travailler, comment tu as mixé les études et l'entraînement cette année, ce que tu n'as pas réussi à faire, et on va voir les solutions qu'on pourra y apporter. Ok. Et pour faire cette transition-là, j'aurais dit une méthode d'étirement de Tennessee, c'est, tu peux nous la dire, quand tu t'étires. Typiquement, c'était... parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais en médecine cette année, je suis toujours d'ailleurs. Et ce que je faisais, c'était pour maximiser au plus, pour forcer le plus possible. Quand je faisais mon grand écart, je me révisais mes fiches en même temps, tu vois. Et du coup, ça permet de mieux tolérer la douleur. Ouais, parce que d'un coup, tu te concentres sur autre chose. Et en fait, oui, voilà, tu fais quand même ton étirement derrière. Tout ça pour dire comment on fait pour mixer études et entraînement. Quelle belle transition. Mixer études et entraînement, bah toi justement, comme tu étais en médecine, je suppose que c'était galère. Comment est-ce que tu t'es démerdé? Parce que tu fais pas que du street non plus. Comment est-ce que tu as réussi cette année à allier les deux? Est-ce que tu as toujours réussi? Et sinon, comment est-ce que... Enfin, on va réfléchir à comment est-ce que ce serait possible d'allier les deux pour que les personnes qui nous regardent, elles puissent allier les deux aussi. Alors ça a été la plus grosse problématique que j'ai eue cette année. Et je suis passé un peu par toutes les phases, j'ai testé de tout. Je commençais en début d'année en mode médecine, c'est un side project. Moi, ma vie, c'est le street. Et jamais de la vie, j'accorde plus de 30% à la médecine. Et puis voilà. Donc c'est pour ça jusqu'en novembre, je crois, quand tu continuais à venir à Nantes, mec, ça avait cours. Et au lieu d'aller à la bibliothèque, après, comme tout le monde, ça allait se taper ses front touch au parc à côté de la fac. Bon, ok, cette méthode-là me permettait de progresser beaucoup, mais elle n'a pas fait le cut sur le premier semestre. Je devais être 181e
alors que le numérus pour entrer en médecine il était à 140. Donc, il y a eu un changement des priorités. Et du coup, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'avais une technique. Bon, en fait, c'est déjà, tu galères à trouver tes techniques de révision parce que, comme l'entraînement, il y a 50 000 techniques de révision possibles. Et un truc que j'avais bien aimé, justement, c'était de faire du MAD, une technique que tu as déjà présentée, Mhm. du Moulax Respose. Molex Annihilation Drop Set. Ah, Moulax Annihilation. Renommé comme Drop ça set. parce que Matt, ça fait stylé. Et typiquement, tu fais du MAD, tu spams tes handstand push-up, t'en peux plus, tu te calmes un peu, fiche de révision, fiche de révision, fiche de révision, t'en fais une dizaine et tu repars faire tes handstand push-up. Mhm. Ça, c'était une des techniques que j'ai trouvées. Sinon, quand on parle de allier médecine et enfin études et sport, ça, l'équilibre il est compliqué, il est vraiment dur à gérer. J'aurais pas de solution comme ça à donner. Si, quand tu arrives à prendre de l'avance et je sais pas en fait. Bah, clairement, ce qui est difficile, c'est de réussir à trouver un créneau tous les jours ou de réussir à trouver un créneau long. Dans tes études, t'arrivais à dégager, genre si tu te demandes de dégager 20 à 30 minutes par jour, c'est faisable, ou si je te demande de dégager plutôt 1 heure tous les 2 jours, ça te semble plus... Ouais, le 1 heure tous les 2 jours, il était un peu mieux parce que évidemment, tu es contraint quand même à un emploi du temps, ta fac, elle a des cours à telle heure. En plus, tu avais le tutorat souvent le soir, certains jours. Donc, il y avait des jours où c'était plus facile de faire le compromis que l'autre. Ok. Donc, c'était déjà tout simplement le premier truc, c'est réduire la fréquence d'entraînement. Réduire aussi la quantité d'entraînement. Il va falloir tout réduire et du coup, faut aussi. J'ai réduit mes objectifs. Avant, j'entraînais front, mana, planche, handstand. Je suis passé sur mana et planche. Et il y a eu une période où j'ai progressé. J'étais à 2 entraînements par semaine, ce qui était très très peu. Donc un le week-end et un en semaine. Mais après, là où justement j'ai pas réussi à trouver la solution, c'est que les examens sont arrivés, donc le mois dernier, et j'ai plus du tout trouvé de temps pour le faire. Mais c'est pas en mode j'étais accablé, j'arrivais pas à le faire. C'est, je dirais, un échec dans le sens où j'ai pas réussi à trouver la solution, mais je sais qu'elle est Mhm. possible. Ben, selon moi, si tu arrives à dégager 1 heure tous les 2 ou 3 jours, c'est top. Dans le sens où tu peux réussir à faire ta séance en diminuant, en enlevant 1 ou 2 entraînements par semaine. Bon, voilà, tu arrives quand même à faire des entraînements qui ressemblent à quelque chose. Diminuer le nombre d'objectifs, c'est un bon réflexe. Et ce que j'aurais fait si j'étais toi, c'est que comme tu diminues la fréquence et que le street c'est un sport très technique, tu as besoin quand même de fréquence. Donc on enlève des entraînements certes, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de bosser les mouvements. Ça veut dire qu'il faut utiliser des méthodes qui te prennent pas de temps et qui peuvent même t'aider à entrecouper avec tes cours. Parce que tu peux être productif si tu fais 1 heure de suite, pareil, tu es dans la zone, tout va bien, mais tu seras souvent plus productif en faisant des méthodes qu'on appelle Pomodoro. Ça te parle? Le Pomodoro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de tu fais 25 minutes de travail, de concentration sur un truc en particulier, et 5 minutes, tu coupes avec autre chose qui n'a rien à voir, mais qui te demande quand même de la concentration. L'idéal, ce serait de pas aller sur son portable et de, je sais pas, d'apprendre à jongler ou de faire un autre truc qui est essentiellement technique. Pas fatigant, mais essentiellement technique. Juste de switch la concentration avant de rentamer un autre cycle de 30 minutes comme ça, où tu fais 25 minutes de taf, 5 minutes d'un autre truc. Et comme ça, tu peux vraiment réviser pendant super longtemps. Parce que tu as ces petits breaks. Encore une fois, la vie, c'est des cycles. Hein. Tu peux pas faire durer un cycle éternellement. Donc, si tu arrives à entrecouper, bah, tu peux faire durer plus souvent. Surtout quand on est un type 3. Typiquement, et qu'on a besoin de variété. Ouais. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que j'aurais conseillé, et ce que je fais souvent dans mes journées de taf, c'est que j'entrecoupe toutes les 30 minutes, toutes les heures, d'une petite série. Parce que, en plus, quand tu révises, t'es sédentaire, tu bouges pas. Donc ça fait du bien de se lever, d'aller faire un petit truc et de repartir tout de suite. T'as pas vraiment le temps de te déconcentrer beaucoup, mais ça permet quand même d'avoir un petit repos, on va dire. Dans ces cas-là, tu peux te dire, bah, mon handstand, qui est un mouvement très technique, je vais le bosser fréquemment. Et donc, je vais me faire, tiens, aujourd'hui, mon handstand, bah, je vais faire 2 essais toutes les 30 minutes. Tu fais 2 essais de handstand, puis tu recommences à bosser. Ou tu fais 3-4 pistol squats de chaque jambe, puis tu recommences à bosser.
Ouais, de manière très explosive. Ou toi, 3-4 squat ok. jump. Donc toi, tu serais plutôt dans l'idée GTG. Ouais. GTG, mais intelligemment. Parce que le GTG, beaucoup de personnes le font comme des débiles. C'est-à-dire, oh, j'ai 3 secondes de front, bah, je vais faire un GTG à 3 secondes de front toute la journée. Oui, conclusion, si tu fais ça, bah, tu vas choper une contracture au dos et nerveusement, tu seras rincé au bout de 2 jours. Donc, c'est pas une bonne idée. Le GTG, ça utilisé sur des mouvements qu'on maîtrise, mais qu'on veut peaufiner. C'est ça la frustration du truc aussi. Ouais. Donc, le GTG, désolé, mais beaucoup de personnes qui font du statique, bah, le GTG, il faudrait le faire sur des mouvements de set and rep, sur du hand balancing ou éventuellement sur des squats. Mais au final, c'est bien. Si tu fais des efforts qui sont très courts, c'est pas ça qui va te faire prendre en masse musculaire sur les jambes et qui va te faire perdre tes aptitudes à plancher ou je sais pas quoi. Oh, non, j'ai pris 200 grammes sur les jambes, c'est mort. Non, ça va pas te faire prendre de poids, quoi que ce soit. Ça peut même t'aider à sécher d'ailleurs, à aller faire bouger un petit peu. Les guibolles, c'est pas plus mal pour pas avoir des problèmes de genoux. Mais voilà, si on peut pas faire des séances souvent, l'aspect GTG il est très bien parce que souvent lorsqu'on a des études comme ça, bah, même à l'intercours, tu peux taper 2-3 pistoles, 2-3 handstands, voilà. Bon, Bon, je te dis pas de faire ça, faut avoir les couilles de le faire celui-là. voilà, puis il faut pas être... faut pas non plus tomber dans l'addiction. Parce que je sais que quand j'étais à la fac, j'étais limite à faire ça à toutes les pauses et du coup, je causais pas tant que ça aux personnes de ma promo. Bon, il y en avait pas mal que je pouvais pas saquer, mais quand même, ça reste dommage. Genre, faut pas que le street devienne une addiction et que tu ne sociabilises plus à cause de ça. Ouais, Donc voilà comment je fonctionnerais. faire sur des journées de cours, c'est plus compliqué que les faire à faire chez soi. Par contre, oui, c'est Voilà. facile. En révision, fonctionner comme ça dans la mesure du possible. Après, c'est pas grave si tu oublies un jour ou quoi, mais des fois, quand tu révises, tu sens que tu es plus productif. Bah, Ouais. si tu sens que ce que tu fais est plus productif, change de focus, fais un autre petit truc, tu reviendras dessus. Après, ce sera mieux. C'est la même chose en street. Si tu t'acharnes sur un move, un handstand, un 3-6 ou je sais pas quoi, et que ça ne veut pas passer, toutes les étoiles s'alignent pour te dire il faut pas continuer, ça ne marche pas. Donc faut pas continuer. Sinon tu vas te blesser, sinon ça va y avoir la merde. Si tu comprends pas avec le premier signal, bah, ton corps il va utiliser des signaux plus gros pour que tu comprennes, tu vois. Mm. Donc si ça veut pas, tu stops, tu fais autre chose, puis tu reviens dessus plus tard et là ça passe. Ouais. Bon, l'essentiel, c'est surtout de pas passer à zéro, quoi. Ouais, si Je possible, pense- bah, le technique c'est la fréquence. Donc Oui. Parce que là, la question, c'est du hors-sujet de dire, c'est, comment dire, la réponse est un peu hors-sujet, bah, faut juste pas faire zéro. Mais juste la parenthèse, parce que c'est l'erreur énormément de personnes ont fait en médecine. Je parlais avec plein de mecs qui étaient très bons en sport, qui adoraient le sport avant, qui me disent non mais cet été j'arrête, faut du temps pour la médecine. Mec, c'est une erreur. Pour moi, c'était vraiment une grosse erreur. Ok, certes au début, moi j'étais trop dans le sport, mais même quand j'ai diminué le sport, je gardais l'esprit de ceux qui ont arrêté le sport pour se privilégier aux études à 100%, c'est une erreur parce que de un, le sport ça va t'améliorer tes capacités cognitives, tous les autres bénéfices du sport pour le stress, pour compagnie. Puis surtout, les mecs se perdent eux-mêmes leur âme. ouais, voilà. C'est pas toujours en enlevant qu'on augmente sa capacité totale à faire des séances. Tu veux revenir sur le type 3 ? Le type 3, tu me l'as souvent dit toi-même lorsque je te donnais des petits tips sur les séances, puis après j'ai compris en analysant un peu plus, je disais mais spécialise plus tes séances autour d'un mouvement. Toi tu me disais non, j'aime bien faire push-pull à la même séance. Bah ouais, parce que si Tennessee, il aime bien la variété, et que moi je lui dis fais qu'une séance juste sur le même mouvement, et ben au final, il en fera moins, il se poussera moins dans ses retranchements. Si il est limité à un mouvement, même s'il dédie une séance à chaque mouvement qu'il veut bosser dans sa semaine, il en fera moins comme ça, il se poussera moins dans ses retranchements, que si il associe et il fait tout à chaque séance. Donc, bah, même si sur le papier, ce serait plus optimisé de cibler et de mettre toute ton énergie sur un truc, si ça te motive pas, bah, c'est qu'il faut fonctionner autrement. Donc il faut plutôt associer et au lieu de faire juste mana, bah, faire mana et un petit peu de handstand push-up. Les handstand push-up, ce sera les frites parmi les haricots verts, tu vois. Sauf qu'il faut des frites, sinon le gosse il va pas manger son assiette. Exactement, Donc c'est exactement ce principe-là qu'il faut garder à l'esprit. Je pense qu'on a donné de bonnes solutions, donc la réduction des exercices et essayer d'entrecouper, c'est vraiment ce qu'il faut garder un max à l'esprit et surtout pas prendre le sport ou d'autres activités qu'on faisait comme des freins à l'apprentissage. En réalité, même bien utilisé, c'est tout sauf un frein, ça améliore. Et
Et on va jouer à Pokémon. Non, aussi routine. On l'a dit pour les étirements, mais le fonctionnement de routine, ça peut être un très bon. Bon, peut-être pas à faire que des routines, mais bon, déjà, si tu fais, avant d'aller te coucher, tu fais peut-être une série de frontes, c'est peut-être mieux que pas en faire du tout de la semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Juste, faut pas négliger le maintien. Je le dis souvent, mais le corps, il s'adapte à ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'il se désadapte aussi aux trucs qu'on fait plus. Ça demande très peu d'efforts de maintenir quelque chose. Tu veux... T'as voulu faire un bottle flip là, je t'ai vu. Continue. Et ouais, mine de rien, tu veux faire accélérer une voiture, ta consommation d'essence, elle est 4 fois plus élevée que lorsque tu veux juste maintenir ta vitesse. Et ben Ah ouais lorsque tu veux progresser sur un mouvement, c'est la même chose. Donc, s'il te faut 15 séries par semaine pour progresser sur ton front, bah, il t'en faut seulement 2 ou 3 pour le maintenir. Bon, ça c'est plus ou moins vrai selon les personnes et selon leur niveau. Oui, un Ilyes qui ferait 2 ou 3 séries en front par semaine, il ne maintiendrait pas son niveau parce qu'il a des performances ultra élevées. Mais quelqu'un qui a juste un front ou quelqu'un qui a son muscle up, bah s'il fait 2 ou 3 séries par semaine, il va maintenir ses perfs dessus, tu vois. Oui. Donc, c'est important de toujours maintenir ce qu'on sait faire et de ne pas se reposer sur ses acquis. C'était le bilan de mon conseil de classe en 3e. Bon, eh bien, la caméra vient de couper, mais je pense qu'on avait vraiment fait le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment heureux de t'avoir su dans ce podcast depuis le temps qu'on en parlait. Alors, ouais, pour monter, l'histoire, c'était une meuf, je crois qu'on venait de se rencontrer, Vincent Gache, Nantes. Une meuf passe, elle est en école de je sais plus quoi. Chloé, c'était Chloé, mec. Chloé, ouais. Je viens de... SO Chloé. Elle part en je peux vous poser 2-3 questions. Donc au début, elle note le carnet. Après, elle sort son tel et elle se met à tout recorder ce qu'on lui dit. Et je crois que c'était combien de temps 21 minutes 21 03, minutes, si je ouais. dis pas de bêtises. C'est parti en full freestyle. Sur la bigorexie. Ouais, bigorexie, ouais. Un sujet qu'on pourra aborder dans un prochain Avec podcast. les opiacés endogènes. Opioïdes endogènes. Un sujet qu'on pourra aborder dans une prochaine vidéo, mais ouais, voilà d'où ça part. Ça remonte à octobre. Et à partir de ce moment-là, donc c'est vraiment le jour où on s'est rencontrés, genre vraiment 30 minutes après, quoi. Et la meuf était là, ah putain, vous venez de vous rencontrer. Voilà, je suis content que ce premier épisode ait été tourné et surtout que j'espère qu'il en entraînera d'autres derrière. Non, tu reviens plus chez moi, s'il te plaît. Et, bah, c'est pas grave. Ouais. Tu peux cut là parce que j'en ai un peu marre en fait. Dites-nous votre avis en commentaire. Voilà, soutenez Tennessee, mettez plein de petits. Mettez plein de subs dans le chat, train de l'hype. Voilà, envoyez des petits dons. On prend 100 ou 200 euros minimum. Hein. Je pense, ouais. Ouais, ça me paraît être bon, bah quand même pour le. Puis ouais, à 1000 likes, une vidéo avec Gotaga. Voilà. Allez, vendu sur le sport, le e-sport, mec. Ça pourrait être gaulerie. Parce que je suis certain que l'individualisation s'applique au e-sport pour pas mal de trucs. Genre, tu pourrais déterminer si quelqu'un est plutôt tracking ou reflex shot. Et mais si, Tennessee, reviens, je te promets. Tu vois ce type de mec qui va chercher les diamants en premier. Oh mec. Oh, j'ai un Minecraft. Ça... On va jouer à Minecraft.